Quelques heures après mon arrestation, je traîne un peu dans la merde. Ceux qui viennent me voir, qui sont commissaire principal de la DST, lieutenant-colonel du 5e bureau, du 2e bureau, de tous les bureaux possibles et imaginables, je leur dis que ce sont eux, quel que soit leur grade et leur organisation, des gamins. Et que j'étais moi du côté des vrais politiques. On m'isole et on me propose immédiatement de continuer à travailler pour la France. Ah, ça va être bien la première fois que ça m'arrivera. Enfin, dans l'histoire, telle qu'on peut la voir d'une façon mythologique. Hein. Et j'accepte le jeu parce que finalement, de mourir, j'ai pas tellement envie. Et on me dit, ben voilà, la France continue, le général de Gaulle par-ci, les services de renseignement par-là. Et la guerre continuait, c'est-à-dire que les Alliés avaient gagné une première victoire, qui était la victoire contre l'Allemagne, mais il restait à gagner la seconde, c'était la victoire contre le communisme. Et j'ai vraiment affaire à des gens pour lesquels, si vous voulez, l'anticommunisme me paraît assez maladif. Mais moi, c'est une planche de salut. Je pense à moi-même qu'une fois que je serai dehors, on ne me verra pas le cul dans la poussière. Mais ça, c'est autre chose, quoi. Hein. Et je me retrouve en train de fourbir des armes, de pousser des armoires métalliques contre les fenêtres pour se protéger d'une prise de pouvoir des communistes au moment des élections de 1945. Je n'y comprends pas grand-chose. Si ce n'est que toujours je sauve ma peau provisoirement. Et toute semaine gagnée me paraît une bonne semaine. Ça m'étonne beaucoup tout de même qu'un responsable du SD, un Français, un agent du SD, ayant un grade dans la SS, et le disant d'ailleurs, n'en faisant pas mystère, n'ait pas été interrogé et dirigé d'abord sur les services militaires. Il a d'abord été interrogé par le 5e bureau qui lui a proposé tout bonnement de le retourner. Oui, je m'attendais à ça. Évidemment, ce sont les habitudes de cette maison et de d'autres maisons dont on parle trop d'ailleurs actuellement. Vous voyez ce que je peux dire. C'est-à-dire qu'on nage en eau trouble, si je me fais bien comprendre. Et à l'époque, c'était pareil, bien sûr. Car ce qu'il fallait, c'était rechercher le maximum de gens ayant trahi, qui les connaissaient mieux que quelqu'un qui les avait fréquentés. Par exemple, d'un certain nombre d'opérations, les policiers français étaient là. Et je dirais par la suite, quand j'ai été arrêté, j'ai été interrogé par 2 policiers, qui tous 2 étaient issus de Vichy, etc., et qui étaient à la DST, et qui m'interrogeaient en me posant la question, alors Martineau, dans cette opération, vous étiez avec qui? J'étais avec certains éléments de la police française. Vous pourriez le reconnaître, me disait-il. Je dis, ce serait difficile. Et les 2 policiers qui m'interrogeaient savaient parfaitement qu'on était dans la même camionnette dans 2 opérations différentes. 2 opérations anti-maquis. Anti-maquis. Ça m'a sauvé la tête. Monsieur Martineau, est-ce que vous avez déjà parlé de tout ça avec vos enfants? Jamais. Et je crois que c'est presque instinctif, c'est-à-dire que mon enfance, mon adolescence, puis la guerre, ont déposé presque sur moi un certain nombre de mémoires, qui sont des mémoires non seulement de mon temps, si vous voulez, mais toute une sorte de mémoire culturelle, une sorte de mémoire d'échec d'une civilisation totale, une sorte de mémoire de cataclysme. Et à travers ma propre aventure, si vous voulez, je ne pouvais qu'encore dramatiser cette mémoire. Et je préférais, par moi, que mes enfants soient sans mémoire. Il y avait combien d'Allemands à la Gestapo de Bordeaux? Mais non, ce terme Gestapo, enfin, je veux bien qu'on emploie pour la commodité du travail, mais... Ils étaient combien en tout? C'était une petite équipe, je sais pas, disons une trentaine. Et il y avait combien de Français avec eux? 40. J'ai la curiosité de consulter un ouvrage sur la Gestapo. Alors je vois section AB, terrorisme, communisme. Section C, déportation. Section D, lutte anti-juive. Section E, lutte contre les résistants. De toute façon, ces salons étaient assez fréquentés. C'était, si vous voulez, comme un grand service administratif d'un pays occupé et d'une administration nécessaire au fonctionnement général de la vie quotidienne des Français. Et tout le monde y allait, que ce soit pour obtenir des laissez-passer, que ce soit pour pouvoir transporter un train de pommes de terre, que ce soit pour des problèmes de ravitaillement, que ce soit pour des problèmes de vie quotidienne. Je vous assure que ces salons ne manquaient pas de clientèle.
Mais vous n'étiez pas exactement dans la section pommes de terre. Non, j'étais côté répression, mais d'une répression intelligente. Mais enfin, on a quand même fusillé des gens à Bordeaux aussi. On a dû fusiller des gens comme ailleurs. Et ce n'est pas quelque chose qui vous préoccupait, ça. Préoccupé, vous savez, quand vous avez fait vous-même, on pourrait presque dire, pris le pari de vivre ou de mourir dans un jeu que vous avez pris, votre vie ne compte plus beaucoup, si vous voulez. La vie des autres compte moins. Puis il ne faut pas oublier une certaine force de vie quand vous avez 20 ans, si vous voulez, qui vous entraîne sans beaucoup de réflexion. Dans la région de Bordeaux, la politique de répression a été menée par un policier professionnel, un type qui s'appelle Dose, qui était vraiment un politique extrêmement intelligent et qui a neutralisé presque toute une région. Il faut bien dire que les chefs du maquis, quand ils tombaient sur un type comme Dose, politisé, et comme la politisation qu'il avait entraînée en nous, presque toujours on les récupérait. On peut dire qu'il y a des affaires qui sont très connues, si vous voulez, où des chefs d'importance nationale, si vous voulez, sont passés dans une espèce de jeu de gentleman agrément du Sud-Ouest, où... Chef de résistance. Oui, qui ont joué un jeu avec Dose, qui était, voilà, puisque vous faites de la résistance, c'est que vous êtes sûr que nous allons perdre. Si vous étiez sûr que nous allions gagner, vous ne feriez pas de résistance, ou alors, vraiment, vous seriez de votre côté des fous. Donc nous prenons votre hypothèse, nous allons partir, puisque nous allons perdre. Ce qui nous intéresse, disaient un Allemand et des Français, c'est que soient en place les cadres nationaux dans le cadre où nous parlons. Les gens marchent. Alors les gens marchent, à l'exception de celui qui a son portrait derrière moi. Un seul refuse la combinaison proposée par la Gestapo allemande. Si vous voulez, je suis obligé de me mettre un peu là en exergue, parce que nous étions tout de même deux. Moi qui étais à ce moment-là responsable de l'armée secrète, et puis le DMR qui était responsable de l'ensemble. Et tous les autres acceptent. Alors tous les autres chefs de l'OCM, ce sont les chefs de l'OCM, ils sont 5, et puis c'est tout. Et dans une exaltation de l'anticommunisme, dans l'exaltation, si vous voulez, d'anti-Moscou, d'antéchrist, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a dans la résistance tout un côté exacerbé catholique, hein, et pour lesquels toujours le diable rouge est là vraiment permanent. Hein. Ces gens ont basculé presque tous assez facilement en disant, ben voilà, hein, après tout, ces gens sont corrects, hein, c'était un mot qui se prononçait avec un K, on va traiter avec eux. Par anticommunisme. Par anticommunisme. Évidemment, ayant comme objectif une lutte anticommuniste, parce que c'est là le fond du problème. Une chevalerie s'est créée au front. Le front, c'est l'école des hommes. On nous dira, oui, mais il y a la politique. Justement, nous sommes des soldats politiques. Un Français n'est pas de France seul. Un Français est d'Europe. Que demain, les soviets déferlent. Que devient la France seule? La France doit comprendre que ce nationalisme de restriction, c'est la caricature du nationalisme. Et voilà, mes chers camarades, pourquoi nous devons être unis. Europe dressée contre le communisme pour défendre notre civilisation, notre patrimoine spirituel et nos vieilles cités. Europe unie, parce que ce peuple doit mériter sa place. Et je me suis engagé là, dans la Waffen-SS, parce qu'il y avait là une sorte de grande représentation dans laquelle je voulais tenir un rôle. De Grelle avait d'abord un assez extraordinaire courage. J'avais lu de lui un livre
qu'il avait écrit sur la reine Astrid, qui était un joli livre d'amour. C'est un bon écrivain. C'était également un bon orateur. C'était peut-être ce qu'on appelle aujourd'hui un fasciste, mais il peut représenter dans le cadre de ce fascisme, je crois, une certaine dimension de poésie qui, à 20 ans, est assez séduisante. Est-ce que les Allemands, les envahisseurs, avaient une importance donc dans ton acte? C'est que j'ai toujours... Je n'aimais pas Vichy. Vichy ne pouvait me raccrocher à rien. Le côté famille patrie de Vichy, son côté curton, son côté normalement réactionnaire, évidemment réactionnaire, me déplaisait. Moi, je me suis toujours senti là un homme du peuple par rapport à Vichy, si vous voulez, et j'avais une sorte de réaction viscérale. Ces gens-là, Vichy, c'est pas moi. Les partis politiques français m'embêtaient parce que leur querelle interne dans ce grand conflit me navrait. Qu'un PPF puisse quereller le RNP, qui querelle Francis, qui querelle MSR, qui querelle, enfin, etc. Cette espèce de grande chaîne de querelles intérieures dans une si grande guerre ne me fascinait pas non plus. Je trouvais ce choix plus simple, moins ambigu. Hein, on va au front, puis si on ne meurt pas, c'est que la mort vous refuse, et on est justifié. Il vous paraissait que les Allemands étaient au-delà de ces querelles. Moi, j'étais au-delà de ces querelles. Comme je ne veux pas m'engager dans la Légion des volontaires français qui me paraît politisée, je préfère m'engager directement dans une section française de la Waffen-SS parce que le type qui était dans la LVF venant du PPF n'avait pas de chaussures parce que le commandant était RNP. Celui qui est RNP n'avait pas de capote dans une autre compagnie parce que le commandant était PPF. Et certains se sont même tirés dans le dos. Ce genre de querelle, lorsqu'on est devant Moscou, ça me paraissait un peu piètre.